dernier job, c'était dans une grosse agence de publicité. Et j'ai pété les plombs. Et en fait, vraiment, mon but, c'était de retrouver une forme d'autonomie. Parce que ça m'a grandement angoissée de me rendre compte que j'étais pas capable de subvenir à un de mes besoins les plus primaires, quoi, savoir me nourrir. Donc Ophélie, bonjour. Salut. Tu es la fondatrice de Ta Mère Nature. Yes. Et rien que le nom de ce projet, on avait envie de venir te voir. Donc Ah. est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Ta Mère Nature? Alors, Ta Mère Nature, ça a d'abord été des vidéos sur YouTube, quand j'ai raconté ma reconversion. Je me suis lancée dans le maraîchage alors que je n'y connaissais rien. J'ai fait crever des tonnes, mais alors des tonnes de plantes. Parce que j'ai tout plaqué, j'ai pété un plomb comme pas mal de monde, et je suis partie apprendre à faire pousser les légumes. Donc ça a d'abord été ça, des vidéos de comment ça se passait au quotidien, ma découverte et du travail de la terre. Et puis je suis rentrée à Paris et j'ai travaillé très vite dans l'agriculture urbaine. Donc j'ai commencé aussi à me spécialiser sur ce sujet-là, de la nature en ville. Et donc aujourd'hui, je fais des vidéos, des ateliers aussi à destination des débutants qui voudraient se lancer dans le jardinage. Je participe à des conférences aussi, et puis j'ai aussi les mains dans la terre au quotidien. Je viens de sortir une bande dessinée qui s'appelle Green Guérilla. Guérilla Green, putain, Guérilla Green. Avec un ami artiste qui s'appelle Cookie Calcaire. Et on a travaillé sur ce mouvement-là de la Guérilla Green qui est pour moi hyper important. Donc voilà, c'est tout ça aujourd'hui. C'est plein de métiers différents, mais je suis seule sur ce projet, quoi. Donc ça fait déjà 1000 questions à te poser pour rebondir. Ouais. J'ai entendu Guérilla Green, j'aimerais bien que tu nous expliques le concept, mais surtout, tout le contenu que tu crées, tout ce que tu fais, c'est pour transmettre tes savoirs en matière d'agriculture urbaine ou d'agriculture tout court. Alors, savoir... Ouais, savoir faire. Je reste modeste sur ce truc-là parce que depuis que je me suis reconvertie, là, de m'être un peu reconnectée à la nature, ça m'a un peu appris l'humilité, et plus j'en apprends, moins j'en sais. Et en voyant aussi des maraîchers qui ont 40 ans de métier et qui te disent non mais moi de toute façon j'y connais toujours rien, c'est un truc qui m'est resté, et donc je suis pas là moi pour donner des leçons ou vraiment faire apprendre des choses aux gens. Je suis plus là pour montrer mes expériences en leur disant bah voilà, on part du principe que j'y connaissais rien il y a encore 2 ans, et puis au fur et à mesure on va voir ensemble toutes les choses qu'on peut faire. Donc je montre mes expérimentations personnelles, mais je vais aussi à la rencontre de pas mal d'acteurs du changement, on va dire. Donc pas mal de faiseurs, quoi, des gens qui ont les mains dans la terre. Par exemple. Comment ? Par exemple. Par exemple, j'ai fait toute une série de portraits de femmes que j'ai appelées Green Girl Power, où voilà, c'est des horticultrices, des pépiniéristes, des nanas qui se sont lancées dans des créations d'épiceries de quartier. Donc voilà, des gens qui vraiment œuvrent, alors on pourrait dire à petite échelle parce que finalement elles sont implantées dans un petit village, un petit quartier, tout ça, mais au final elles ont une super influence sur ce qui les entoure, et j'avais envie de les mettre en lumière. Frédéric, moi aussi j'ai envie de m'y mettre. Hein. Ah bah tu veux écrire pariétaire? Pariétaire ? Va falloir que tu me l'épelles. Hein. Pariétaire, c'est comme, t'entends quelque chose en pariétaire, tu vois un autre mot qui ressemble à pariétaire. C'est paroi. D'accord. Donc elle pousse, on va dire, sur les parois, quoi. L'art pariétal. Un côté relaxant dans cette activité quand même. Et aussi montrer quand on change de vie, on peut se sentir parfois un peu isolé dans ce mouvement-là, parce que nos proches ne comprennent pas forcément, ou c'est intense quand même comme changement. Donc c'était aussi montrer qu'il y a plein de petites initiatives, c'est pas forcément que des mouvements globaux qu'on peut aller piocher à droite à gauche. Et même moi je le vois, mon postulat de départ c'était d'aller apprendre à faire pousser les légumes. C'était vraiment ça ton envie? Ouais, vraiment. Alors je sais pas ce que tu faisais avant, t'es pas obligé de nous le dire, mais t'étais arrivé à un état de saturation, et ton besoin profond c'était d'aller faire pousser des légumes. C'est ça. Pendant 10 ans, j'ai enchaîné plein de métiers très différents, mais toujours portés sur plutôt la communication et les médias. J'ai été pigiste, chroniqueuse radio, barmaid, vendeuse, serveuse, tout ça. Et mon dernier job, c'était dans une grosse agence de publicité. Et j'ai pété les plombs. Et en fait, vraiment, mon but, c'était de retrouver une forme d'autonomie.
parce que ça m'a grandement angoissée de me rendre compte que j'étais pas capable de subvenir à un de mes besoins les plus primaires, quoi, savoir me nourrir. Donc c'était vraiment ça, en fait j'avais que ça en ligne de mire, sans trop savoir ce que j'allais en faire ensuite. Par contre, c'est toujours ce qui m'a gardé cette volonté d'autonomie. Après, de ce parcours-là, il y a eu des moments où j'ai eu envie de me spécialiser aussi. Tu vois, sur les plantes médicinales, par exemple. Donc, j'ai fait des formations là-dessus. J'ai eu envie de me former un peu sur la pépinière, parce que voilà, les petites plantes, ça me fascine. Donc, et je vois là, au bout de 3 ans de parcours, que je suis toujours quand même en constante réflexion là-dessus. Et j'en sais rien, peut-être que dans 1 an, j'aurai monté ma pépinière ou lancé une gamme de tisanes, on ne sait pas. Ou que tu seras à la tête de ce mouvement de Green Guérilla ? Alors à la tête, non, parce que... C'était une mauvaise transition pour que tu nous parles de la Green Guérilla. Ouais, la Green Guérilla, c'est un mouvement que j'ai découvert il y a quelques années, qui est assez vieux au final, qui est né dans les années 70. Et ce que j'aime dans ce mouvement-là, c'est que c'est de la réappropriation de l'espace urbain, et ça au même titre que le street art, le graffiti, même le skate. Je trouve que c'est des mouvements qui sont hyper puissants parce qu'on arrive dans un milieu hostile et on y recrée de la vie. Donc pour moi, c'est un truc qui me tient beaucoup. On passe de victime, on va dire, de quelqu'un qui subit un peu la pression de la ville, le béton, le harcèlement de rue quand on est une fille. Et on se réancre dans ces espaces et on y recrée des choses hyper intéressantes pour la communauté, pas que pour soi. Et donc la Green Guérilla aujourd'hui, c'est un mouvement où il n'y a pas vraiment de figure de proue. Il y a quelques, on va dire, leaders dans des villes qui vont un peu porter le mouvement, mais dans l'ensemble, c'est un mouvement qui est très anonyme. Donc c'est plein de gens qui se mettent à balancer des bombes de graines, investir des friches, des petits terre-pleins, et qui vont végétaliser sans demander l'autorisation. Donc il y a une part de désobéissance civile aussi que j'aime beaucoup. C'est de ne pas attendre qu'on nous prenne par la main pour faire des trucs, de ne pas signer des tonnes de permis, d'autorisation pour aller planter un bout de persil, quoi. Donc j'aime bien ce côté un peu, on va pas attendre, et de pas attendre, c'est ce qui fait ensuite bouger, quoi. C'est ce qui donne aussi envie aux gens de se dire qu'ils sont capables, qu'ils n'ont pas besoin d'être des grands experts, qu'ils n'ont pas besoin non plus d'avoir du gros matos, parce que le principe de la Green Guérilla, c'est d'aller faire de la récup, récupérer des plantes et de la terre un peu à droite à gauche, et c'est que du réemploi, quoi. Et je trouve ça très très important de le mettre en lumière aujourd'hui, de montrer qu'il y a plein de gens qui œuvrent à ça. Donc en fait, je suis partie à la rencontre de plein d'anonymes aussi. D'ailleurs, toi, tu t'adresses, j'ai lu sur une de tes pages YouTube ou Facebook, que tu t'adressais aux cancres qui pensent ne pas avoir la main verte. Oui. Ça veut dire que n'importe qui, même moi, ouais, on peut faire pousser des plantes ou des légumes et vraiment y arriver. En vivre peut-être pas, mais les manger... Alors en vivre, c'est une autre chose, ça demande un peu plus de discipline. Mais par contre, faire pousser des trucs, évidemment que c'est à la portée de tous. Un enfant de 4 ans, vraiment, c'est un truc... C'est là où je trouve ça très important de parler d'échecs aussi. Parce que moi, au cours de mon chemin, là, j'en ai fait crever plein des plantes. Et si je m'étais arrêtée à la première plante que je faisais crever, en fait... moi, j'ai beaucoup plus appris de ces échecs-là, parce qu'on s'en souvient, on sait pourquoi. Quand on réussit, on se dit toujours qu'il y a un petit coup de chance, ou voilà. Alors que quand on se rate, mais qu'on essaye quand même de progresser, de comprendre pourquoi on a raté, c'est à partir de là où ça devient intéressant et on finit par réussir, quoi. Après, moi, justement, à travers mes ateliers, par exemple, je suis là pour donner des petits tips, des bases, des trucs un peu... un peu basique à connaître, mais moi je voudrais qu'on sorte un peu de l'injonction à la réussite, parce qu'aujourd'hui c'est un truc qui est très important, même dans le milieu écolo. On nous dit souvent il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, ça c'est mal pour ça, et c'est bien d'avoir ces infos là, mais à côté de ça il faut aussi dire l'échec fait partie de l'aventure, et au contraire c'est hyper intéressant. C'est une constante progression en fait. Moi je suis pas le zéro déchet par exemple, j'y aspire, j'y tends puisque j'achète en vrac, j'ai énormément réduit
mes déchets, il n'empêche, parfois je merde quoi. Parfois j'ai pas pris le bon sac avec moi et il va falloir que je prenne un sac plastique et... Quelle indignité. Je vais pas m'auto-flageller pendant 15 ans quoi. Je vais me dire ok j'ai merdé mais c'est pas grave, je vais essayer de trouver une autre solution pour la prochaine fois quoi. Quelle a été ta première pousse à succès? Tu t'en rappelles? Ma pousse à succès? La première plante que tu as réussi à faire pousser, ou le premier fruit, le premier légume? Alors j'ai pas... Non, le truc qui m'a marqué vraiment, c'était quand en formation on nous a appris à faire des semis. Et où c'est là où vraiment j'ai découvert le miracle de la vie. Tu sais vraiment hein, le principe de mettre une graine dans de la terre et de la voir pousser chaque jour. Mais il y a un truc avec la levée des semis, c'est que tu vois vraiment un bébé plante sortir de la terre. Et moi j'ai retrouvé des joies d'enfant quoi, vraiment un truc où je m'émerveillais. C'est con, je sais, vraiment pour quelqu'un qui est dans le truc depuis longtemps, mais voilà, la première fois que j'ai vu vraiment un vrai semis où j'ai pris le temps d'observer chaque jour pendant 2 semaines son évolution, ça m'a profondément émue et procuré une joie immense quoi. Surtout toi qui étais issu de l'univers de la pub, qui est un temps très court, de l'immédiateté, et là tu reprends le temps, d'ailleurs c'est une partie qui est importante, nous on rencontre beaucoup de gens qui nous disent la transition écologique c'est reprendre le temps. Mais c'est clair que le travail de la terre, moi ça m'a vraiment effectivement fait retrouver une notion du temps, c'est clair, je suis d'accord. Et ça fait pas mal? Non, ça fait du bien, moi qui suis une grande impatiente, ça m'a calmée. Quelle est la plante que tu aimes bien voir pousser? Qu'est-ce que j'aime bien voir pousser? J'aime bien voir pousser les tomates. Parce qu'il y a toujours des trucs à faire avec les tomates. Alors quand tu veux qu'elles soient productives, il y a toujours des petites choses à lui enlever. Et puis c'est une plante qui met du temps à pousser, mais qui au final est très productive. Il y a des fruits partout. Au bout d'un moment, on peut en cueillir quasiment tous les jours. Donc c'est une plante qui me fascine. Et petite parenthèse pour préciser que tout ce que tu fais est bio, j'imagine. Alors, quand on est en ville, c'est particulier puisque il est très rare en ville de faire de la pleine terre, alors surtout à Paris parce que nos terres sont extrêmement polluées. Donc la plupart du temps, on va faire de la culture hors sol, donc soit dans des bacs, tu vas avoir aussi des cultures en hydroponie, tu vois des fermes à la verticale. Et donc dans ces cas-là, on ne peut pas avoir l'appellation biologique. C'est de la culture hors sol. Je pense que les choses vont évoluer aussi parce que beaucoup d'acteurs de l'agriculture urbaine fonctionnent comme des agriculteurs bio dans le sens où ils n'utilisent pas de pesticides, ils ont un vrai respect du vivant et de la terre. Donc je pense que c'est un truc qui va finir par bouger, mais aujourd'hui, je peux pas dire moi, en tant qu'agricultrice urbaine, que je fais de la culture biologique. Oui, alors pour des débutants, tu conseillerais de commencer par quoi? Alors, quand on a un balcon, par exemple, une petite surface, ça peut être très simple de juste commencer par des aromatiques, par exemple. Les tomates cerises, les salades aussi, ça pousse très vite, les radis, ça peut très bien fonctionner. En fait, ça dépend à quel niveau on est aussi du sol, puisqu'il y a aussi toute la pollution de l'air qui peut être un peu problématique. Donc à partir du 4e, 5e étage, on est déjà mieux en qualité d'air, on gagne en qualité plus on s'élève. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal de fermes urbaines qui sont sur les toits, parce que là vraiment la qualité d'air est complètement différente. D'ailleurs en ville c'est les enfants et les animaux qui prennent le plus cher au niveau... Ils sont au ras du sol. Voilà, ils sont au ras du sol, donc tout ce qui est métaux lourds, particules fines, voilà, ça se concentre au ras du sol. Tu disais que tu prenais des cours sur la vertu des plantes médicinales, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu as des choses à nous dire là-dessus? J'ai décidé de me spécialiser là-dedans et j'ai enfin fait le lien entre ma passion pour les sorcières quand j'étais enfant. C'est vraiment un truc sur lequel j'étais complètement obsédée par les sorcières. Et aujourd'hui, à 30 piges, de réussir à faire ce lien avec tout ce savoir qu'elles avaient aussi, ces femmes, ça me remplit de joie aussi. Et donc je me suis formée à la Chambre d'agriculture de l'Ariège sur tout ce qui est transformation des plantes médicinales. Donc il y avait une partie herboristerie. Alors, c'est pareil, quand on rentre dans ce mouvement-là, c'est pas en quelques semaines qu'on apprend tout des plantes. Mais voilà, je lis de plus en plus de choses là-dessus, j'essaye de les repérer progressivement quand je sors en forêt ou à la montagne. Pareil, ça prend du temps de réussir à les identifier. Et puis après, il y a toute la partie transfo où vraiment le métier de tisanier, je trouve que c'est un métier magnifique. Les producteurs aujourd'hui souffrent
d'un vide juridique. Oui, il a disparu ce métier. Alors le métier d'herboriste n'est plus reconnu en France. Et pour les producteurs de plantes séchées, c'est compliqué aussi, puisqu'il y a un nombre particulier de plantes, il me semble que c'est 148, qui sont inscrites sur un catalogue, et pour le reste, c'est interdit à la vente. Donc on est pareil sur évidemment un lobby assez puissant du côté des pharmaceutiques qui empêche tous ces producteurs et revendeurs d'exercer. Et moi, ça me touche beaucoup parce que autant l'automédicalisation, ça a ses limites, mais d'empêcher un accès à tout ce savoir qui est quand même là depuis extrêmement longtemps, enfin, ça m'attriste et ça m'énerve. Donc j'ai moi aussi, à travers des ateliers, envie de transmettre toutes ces infos, de faire manipuler les plantes aux gens, qui se réapproprient aussi des petits savoirs. Et puis après, l'idée, c'est juste de donner quelques clés et que les gens... Vous, partout, vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Quel est le coup d'après pour ta mère nature? Le coup d'après? Ouais. Alors, non mais tu vois, je suis pas très stratège comme meuf, donc je vais plutôt me laisser porter un peu par les rencontres, les opportunités. Mais le coup d'après, là, c'est vraiment parce que l'année dernière, comme j'ai travaillé beaucoup sur la Green Guerilla, c'était très mouvant. Mon travail de la terre, il n'était pas ancré dans un lieu particulier. C'était plus aller faire des actions un peu à droite à gauche, aller aider les uns et les autres. Là, mon coup d'après, du coup, ce serait de m'implanter vraiment dans un lieu et réussir à créer un lieu à la fois d'accueil pour les ateliers, pour que les gens viennent pratiquer, et aussi moi produire un petit peu. Alors, j'ai pleinement conscience que je ne pourrais pas faire ça à 100%, donc ce serait un lieu un peu hybride. Voilà, c'est ça mon coup d'après. À Paris? Ouais. Ou à côté. Mais en tout cas, je suis encore très attachée à Paris et je suis pas prête de partir. De partir, ouais. Bon. Dame Léa. Oui, j'ai une petite question, mais oui, ça va peut-être être compliqué. Oh yeah. Alors, l'écoféminisme. Alors déjà, à titre perso, c'est rigolo parce que quand j'ai décidé de me reconvertir, j'avais pas trop compris le lien entre mon ancienne vie et ma nouvelle. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé entre justement mon passé dans le milieu plutôt justement féministe? J'ai monté un média qui s'appelait Retard Magazine avec d'autres amis et on était très engagés sur ces questions-là. J'ai eu des groupes de musique où pareil, en tant que femme, il fallait pas mal s'imposer dans ce milieu. Et donc j'ai toujours eu ce truc très féministe. L'écologie, c'est venu plus tard. Et quand j'ai découvert l'écoféminisme, bam, j'ai enfin fait le lien entre les deux et pourquoi ça me portait autant. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Donc l'écoféminisme, c'est mettre en parallèle le droit des femmes et le droit de la nature et dire qu'ils sont oppressés par les mêmes choses, à savoir le capitalisme et le patriarcat. Ça, c'est un peu la phrase qui pourrait résumer ce mouvement. Et en fait, ce qui découle de ça, c'est que, par exemple, le travail de la terre. Aujourd'hui, la terre, elle est meurtrie. Elle a été meurtrie par la main des hommes qui l'ont martyrisée, qui l'ont presque violée, quoi. Le travail du labour, c'est quelque chose qui est extrêmement violent pour la terre. On la prend, on la retourne et on la met à vif, quoi. Et donc pour moi, c'est presque du viol. Et on sent que la sémantique est proche. Ouais, et en fait, on peut dérouler tout ce champ lexical, ou en tout cas, toutes ces images à plein d'échelles. Alors, pour moi, maintenant, ma vision écoféministe dans la ville, c'est que la Green Guerilla, comme on est dans l'espace urbain, même en tant que femme, je me réapproprie cet espace urbain. Parce qu'il faut savoir que quand une femme stationne en ville, elle se fait très vite emmerder, soit parce qu'on la prend pour une prostituée, soit parce que juste on n'est pas habitué à ce qu'une femme stationne dans la rue, quoi. Je n'arrive pas à aimer cela. C'est pas la même chose pour les hommes. Et pour moi, de jardiner, donc de m'imposer dans cet espace, c'est aussi me réancrer et de changer cette vision, en fait. Donc j'y vois une forte vraiment symbolique écoféministe.
Et c'est pour ça que j'essaye aussi d'enrôler avec moi des amis là-dedans. Parce que c'est pas juste du simple jardinage, c'est mignon, on n'a pas de jardin, on y va, on se met là où il y a de la terre, quoi. Il y a une vraie dimension politique derrière, de dire voilà, l'espace n'a pas été conçu par et pour les femmes, et ben je vais m'imposer. Est-ce qu'un bob sous une serre, ça sert à quelque chose ? En plus, il y a un vrai changement de regard qui se fait vis-à-vis des hommes. Quand moi je jardine, par exemple, je me fais très rarement draguer. Il y a un truc où je pense que... Alors, je sais pas, hein, mais les gens captent qu'on est en train de faire un truc pour la communauté. Les plantes, c'est un truc qui est très universel, de l'ordre vraiment du sensible, et où les gens sont beaucoup plus rapidement dans la bienveillance quand ils voient que c'est un truc assez altruiste que tu es en train de faire, quoi. C'est beau, non ? Top là. Bravo. Bien, ouais. Merci public. Donc voilà, j'ai un peu digressé, mais... Oui, mais c'est intéressant, tu dis que jardiner, finalement, ça fédère. Ouais, en tout cas, il y a un truc très universel. À chaque fois, je sors la même phrase, mais pour moi, c'est très puissant. Quand tu te balades avec une plante dans le métro, tu feras l'expérience. Vraiment, c'est comme se balader avec un enfant ou un animal. Il y a un truc hyper bienveillant dans le regard des gens. Moi, il y a eu plusieurs fois où on m'a laissé la place dans le métro, on me sourit, on me demande qu'est-ce que c'est comme plante. Il y a vraiment un truc, et alors autant de la part des mamies que parfois de mecs dont on pourrait penser qu'ils s'en foutent. Qui s'en foutent complètement. Et j'ai même une amie qui s'est retrouvée un jour à échanger des boutures dans le métro avec des inconnus, avec qui la conversation s'est engagée. Et je trouve ça génial de se dire, en fait, c'est ce que j'aime aussi dans la ville, c'est que la nature y est tellement rare que quand elle est là, elle n'en est que plus belle, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien travailler là-dessus. Et autant des plantes invasives qui sortent de fissures de murs, c'est un truc qui peut vraiment m'émouvoir, que d'aller jusqu'à un jardin partagé au beau milieu de grands immeubles. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de magie, de réussir à recréer du vivant là-dedans. C'est une putain de résistance, en fait. Et j'aime bien ce côté un peu, presque politique aussi, militant, quoi. De dire, c'est pas parce qu'on n'a pas accès à la nature qu'on peut pas la réinvestir dans ces milieux, quoi. Tu précèdes toutes mes questions, j'allais te demander si tu avais un dernier message à faire passer, si tu avais quelque chose à ajouter, mais là on était sur le moment fort, le moment politique. C'était ce sent l'ouverture, ça va être super. Non, mais c'est planter partout, quoi. Planter partout, n'attendez pas qu'on vous prenne par la main, n'attendez pas d'avoir tel ou tel savoir, vous allez l'avoir au fur et à mesure. Et vraiment, ça c'est un truc... J'ai rencontré tellement de pros et d'experts qui sont humbles face à ça, que du coup je me dis, mais faut juste y aller. Et quand on me dit, mais comment se lancer ? Juste faites, quoi. Sortez dehors avec 3 graines et balancez de la flotte dessus et vous verrez, quoi. Ça marchera pas, mais ça fait partie du jeu. Mais plantez partout. Bon. Où est-ce qu'on trouve ces graines ? Alors les graines, soit on va les récupérer à la fin de la saison dans des parcs ou sur des terre-pleins. Il y a plein de graines qu'on peut récupérer gratuitement. Il y a aussi plein d'associations qui proposent du troc. Moi je suis pour les choses gratuites, hein, donc aussi. Et après il faut aussi se renseigner auprès des mairies, parce qu'il y a régulièrement des distributions de graines qui pour le coup sont souvent très locales, donc on va pas ressemer des choses qui viendraient d'un peu trop loin, donc ressemer local c'est important. Donc voilà, vraiment se renseigner auprès de sa commune et des assos qui proposent. Il y a aussi parfois dans des bibliothèques des petites grainothèques où les gens viennent poser des sachets et le principe c'est d'échanger les graines. Super. Si tu devais résumer ta mère nature en une phrase, en un tweet, c'est notre truc, mais en une phrase ça va. C'est l'espèce de petite phrase là que j'ai, ta mère nature c'est pour les cancres qui... Attends, c'est quoi déjà ? Je l'ai perdu. Qui pensent ne pas avoir la main verte. Ouais, pour les cancres qui pensent ne pas avoir la main verte. C'est du bullshit la main verte. C'est une légende urbaine qu'on doit stopper. Bon, super. Je te remercie. Merci. C'est la première fois que c'est nous qui faisons le tweet pour la personne qui est interviewée. C'est le moment pub ? C'est le moment pub. Pour me retrouver, c'est sur YouTube principalement. Et j'aime bien faire des trucs sur Instagram. Et évidemment Facebook, comme tout le monde.
Et oui, et ben là-dessus vous trouverez toutes mes aventures, mes expériences, et puis des portraits de gens aussi hyper intéressants. Parce que bon, se filmer seul, ça va 5 minutes.